La Russie bombarderait son propre territoire. Vous avez été plusieurs à venir me chercher sur ce sujet dans la section commentaires, donc j'ai regardé un petit peu ce qui se dit. Effectivement, les services de renseignement britanniques ont fait une note à ce sujet, et je pense qu'il est important de prendre un petit peu de recul sur cette information. Oui, des bombes provenant d'aéronefs russes ont touché le territoire russe. Nous allons essayer dans cette vidéo de comprendre ce qui peut amener une bombe de son camp à finir au milieu d'une ferme. Et spoiler alert, cette vidéo ne va pas faire du bien à nos égos. Allez, jingle. Alors comme vous le savez, notre raison d'être, c'est de permettre aux gens de prendre du recul. C'est ce que l'on apporte en conférence, c'est ce que l'on apporte en workshop ou également avec nos e-learning, on vous met le lien juste en dessous. Pourquoi? Parce que si vous êtes commandant de bord et que vous n'arrivez pas à prendre du recul, que vous vous focalisez sur le micro, il y a de grandes chances pour que vous passiez à côté de la problématique. Quand j'étais instructeur sur Rafale Marine, un exercice que nous adorions donner à nos jeunes élèves au simulateur, c'était peu de temps après le décollage, de couper un moteur. Le Rafale a ces deux réacteurs, les M88 de Safran, qui sont très proches l'un de l'autre. Donc si je vous coupe un réacteur et que vous êtes avec un aéronef assez léger, vous n'allez pas vraiment sentir un couple comme on pourrait l'avoir sur un 737 ou sur un A350, où là il y a beaucoup de distance entre les réacteurs et vous allez vous retrouver à devoir mettre beaucoup de pieds. D'ailleurs, sur Rafale, il n'y a pas de billes pour la symétrie de vol. Toujours est-il, le bon chasseur se retrouve avec sa panne moteur, première indication dans le cockpit, il va avoir une panne électrique ou une panne hydraulique, je ne vous dis pas laquelle. Et à partir de là, s'il ne prend pas du recul, notre jeune pilote, il va se retrouver à traiter la panne hydraulique et la panne électrique. Il ne va pas se rendre compte qu'il s'agit des pannes filles et que la panne mère est en fait l'extinction du réacteur. Nous sommes donc formés à faire très attention. Et dès qu'il se passe un événement, tout de suite, prise de recul, le recul physique aide le recul psychologique, identification ou tentative de collecte d'informations pour identifier quelle est cette panne mère. Alors avant ça, il faut regarder un petit peu en termes de temporalité, combien de temps on a devant nous. Donc généralement, vous allez piloter votre trajectoire, monter au-dessus de l'altitude sécu, et une fois que votre survie à court terme est assurée, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Vous faites un petit tour, vous collectez de la data, là vous vous rendez compte que votre moteur est éteint, procédure de redémarrage moteur, ça va résoudre votre problème électrique, car je vous rappelle, le réacteur produit de l'énergie qui permet de faire tourner l'hydraulique et faire tourner également de la génération électrique. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est trop facile de dire « Ah, les Russes ont tiré 5 bombes cette dernière année sur leur territoire, ils font n'importe quoi, ils sont sous-professionnels, ils ne sont mal entraînés. » Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de comprendre pourquoi on peut se retrouver à larguer des réservoirs ou des bombes sur son propre territoire, et nous allons prendre des exemples précis. Un aéronef décolle. Il met la post-combustion, il accélère, il a des bombes d'entraînement, il a également, comme vous pouvez le voir, des bidons. Au moment de la rotation, il y a des oiseaux. Perte d'un réacteur, il n'en a plus qu'un autre, il est lourd, il est trop lourd pour se sustenter avec un seul réacteur restant. Que faut-il faire? Il faut alléger l'avion, largage des tresses, on va se libérer des deux bidons et on va se libérer des bombes d'entraînement. Dans ce cas précis, un bidon va finir sa chute dans une zone résidentielle. Heureusement, l'armement va rester sur l'enceinte de l'aéroport. Vous l'aurez compris, le même événement, 30 secondes ou 45 secondes après, les bombes et les bidons auraient fini dans les zones résidentielles. Alors non, nous ne sommes pas en Russie, nous ne sommes pas à Belgorod, nous sommes dans le nord de l'Inde. Il s'agit d'un Jaguar. C'est arrivé en Inde, ça peut arriver en Russie, c'est arrivé aux États-Unis, ça arrive dans toutes les armées du monde. Donc notre première raison pour laquelle nous allons faire un largage des tresses, où nous allons chercher à nous séparer de nos bidons et ou de nos bombes, on peut sélectionner à l'avance si on se sépare de tout ou juste d'une partie, ça va être pour garder assez d'énergie pour se sustenter et ramener l'avion, donc pour un allègement rapide en cas de soucis techniques et notamment de panne d'un moteur. Deuxième cas, nous prenons deux avions d'attaque au sol.
Ils préparent leur vol, le font de manière très professionnelle, s'entraînent, font de la basse altitude, ont à bord des petites bombes d'entraînement de 16 kg, vont faire un cabré piqué, ils tirent sur le manche, ils montent, ils passent sur le dos, visent une usine où il y a des civils pour entraînement, font une ressource à 5G et continuent leur vol vers le champ de tir. Sauf que, petite bombe de 16 kg s'est détachée lors de la ressource, a percuté l'usine, a traversé le mur en le fissurant et a blessé légèrement 2 ouvriers. La mission continue, la patrouille n'a pas conscience d'avoir perdu une bombe, va faire sa passe d'attaque sur le champ de tir où elle est censée tirer ses bombes. Or, le pilote n'a pas les bons paramètres, annule sa passe. Néanmoins, une explosion est constatée au sol, la bombe est partie toute seule. 18 mois, j'insiste, 18 mois, 1 an et demi d'enquête plus tard, le BEAE, car, spoiler alerte, c'était en France, en 2018, avec des Mirage 2000D de l'armée de l'air et de l'espace de Nancy, et l'usine touchée et les civils blessés sont français. L'enquête montre que c'est les crochets d'accroche des bombes qui étaient usés. Les petites mâchoires métalliques qui sont censées retenir les bombes ne fonctionnaient pas bien. Une était partiellement fermée à 1/3 de la norme, une autre à 2/3 de la norme. Et à cause des fortes accélérations 5G, 6G, eh bien en plusieurs étapes, les bombinettes se sont au fur et à mesure détachées jusqu'à partir lors des ressources. Nous sommes donc dans un cas de séparation avec là une bombe d'entraînement pour des raisons mécaniques d'usure du matériel. Nous avons donc vu l'urgence, le mécanique. Troisième cas pratique. Un pilote instructeur est accompagné par un jeune élève en formation sur un avion de très haute technologie. L'élève pilote a quand même de l'expérience, 78 heures sur la machine, mais surtout 12 heures sur cette version-là de la machine, car toutes les machines sont un petit peu différentes. Ils sont partis lourds avec beaucoup de pétrole, ils doivent revenir à une certaine heure, il est donc décidé de vidanger du pétrole, d'alléger les avions pour pouvoir se poser en dessous de la masse maximum d'atterrissage pour ne pas fatiguer la structure. Le pilote en instruction, tout seul dans son cockpit, doit régler sa machine pour arrêter la vidange, la séparation du pétrole et de l'avion, à 2,3 tonnes restants. Or, au moment où il fait ses réglages, il entend ding-dong et il se rend compte qu'en fait, il a largué ces 2 bidons. Ils étaient au-dessus de la mer, juste à côté de la plage, à 6700 pieds, et ce sont 2 bidons qui ont quitté l'aéronef tels des bombes. Heureusement, ils arrivent au sol et ne font pas de victimes. Vous allez me dire, c'était des pilotes russes sous vodka. Absolument pas, c'était dans mon unité, j'étais pilote dans cette unité à ce moment-là, et nous étions en 2015 à la 11e flottille de chasse, les Furieux, à Landivisio, c'était dans le Finistère Nord. Forcément, ça avait fait un petit peu de bruit dans la boutique, et heureusement, j'ai envie de vous dire, l'instructeur, c'était le commandant de l'unité. Parce que les autres leaders, on n'aurait pas aimé se retrouver à devoir expliquer ça. Toujours est-il, l'enquête a montré que, alors que le jeune pilote avait fait sa formation sur des Rafales de l'armée de l'air et de l'espace, il n'avait pas assez été formé, transformé, sensibilisé aux spécificités du Rafale Marine. Et dans cet exercice stressant, avec le commandant de l'unité, forte charge cognitive, fort stress auto-induit, eh bien, il avait un peu bugué et son manque d'entraînement ne l'avait pas amené à faire la bonne procédure. Forcément, lors de la préparation de vol, il était en rendez-vous médical, bref, une multitude de facteurs qui nous ont amenés vers cet événement qui aurait pu être tragique pour des personnes au sol. Nous sommes donc sur une troisième raison, le facteur humain, le manque de formation ou des trous dans la raquette avec un nouveau cursus de formation qui se mettait alors en place. Par ailleurs, ce pilote a poursuivi sa carrière derrière, on a corrigé le tir, nous avons appris, nous avons débriefé, et ce n'est pas re-arrivé depuis. Maintenant, il y a également d'autres cas, par exemple celui d'un super étendard en vol basse altitude qui un jour est rentré avec un bidon en moins et on ne l'a jamais retrouvé. Si vous retrouvez un bidon de super étendard dans le jardin, n'hésitez pas à prévenir le gouvernement. Et vous avez même eu des cas de tir accidentel, par exemple un Mirage 3 au roulage qui a eu un tir canon, ce qui normalement est impossible car avec le train sorti et comprimé, le canon n'est pas censé tirer, mais dans l'aviation, tout peut arriver. Donc, résumons. Pour quelles raisons est-ce que les Russes peuvent se retrouver à larguer des bombes sur leur territoire? Vous avez une erreur de pilotage, une erreur humaine, un facteur humain, il se trompe de bouton, comme on a pu le voir avec le Rafale Marine. Ça peut être dû à un souci de formation, à un souci humain, à de la fatigue également très forte dans le cockpit après 2 ans de guerre, ou à des jeunes pilotes inexpérimentés mal formés. Ça peut être un souci au niveau des mécaniciens,
mécaniciens qui ont mal monté la bombe ou alors un souci technique, mécanique au sens premier du terme, avec l'usure des accroches, l'usure des attaches ou un défaut dans celle-ci. Le dernier point, c'est une réaction face à une situation inattendue avec une panne, par exemple une panne d'un réacteur, et vous allez alors faire le largage. À noter que certaines pertes de munitions ont eu lieu proche du terrain de Belgorod et que toutes les munitions n'ont pas explosé. Quand vous faites un largage détresse, généralement l'armement ne s'arme pas, la bombe va donc tomber mais n'explosera pas. Et sur les 5 derniers accidents, il y a eu des cas où les FAB 250, ces bombes de 250 kg, ont explosé, et d'autres cas où justement elles n'ont pas explosé, venant renforcer l'hypothèse non pas d'un tir volontaire ou accidentel du pilote, mais d'un souci mécanique qui force à libérer la charge d'emport, ou alors un souci d'accroche avec la bombe qui part sans avoir été armé au préalable. De leur côté, les renseignements britanniques mettent en avant sûrement un mauvais entraînement ou de la fatigue des équipages. En l'état actuel des informations disponibles, je pense qu'il ne faudrait pas également mettre de côté les réactions dans des cas non conformes, car avec des avions chargés pour la guerre ou le bombardement, eh bien votre marge de manœuvre est souvent assez limitée en cas de perte d'un moteur. Pour bien l'illustrer, un Rafale à vide est dans les 10 tonnes, masse maximum au décollage depuis le sol aux alentours des 24 tonnes. Vous vous doutez bien que si le Rafale décolle à 15 tonnes et qu'il a une panne moteur, il lui reste 7,5 tonnes de poussée, ça va quand même bien se passer. Et surtout qu'il n'y a pas trop de choses sous les ailes, donc pas trop de traînée. Maintenant, s'il décolle à 25 tonnes, avec énormément de choses sous les ailes, avec des bombes, des missiles, ça va créer de la traînée. Et si vous êtes au décollage sur un seul réacteur, 7,5 tonnes de poussée, ça va moyennement bien se passer, il va falloir libérer du lest, il va falloir, comme disaient les 3 frères, larguer du lest pour que la montgolfière puisse monter. J'espère que cette petite vidéo vous permettra d'un peu mieux comprendre le concept du largage détresse, jettison en anglais, qui, encore une fois j'insiste, peut se régler en avance, où vous décidez de vous séparer seulement des bidons et de l'armement, seulement de l'armement, tout ça fonction de vos calculs en amont, calculs qui dépendent de votre masse, de la longueur de piston disponible, mais également des conditions météo. Le dernier point est un petit conseil très connu dans l'aviation professionnelle. No fast hands in the cockpit. Il ne faut pas aller trop vite avec ses mains dans le cockpit, pas avoir de mains rapides. S'il y a une panne, s'il se passe quoi que ce soit qui vient nous surprendre, nous sommes humains. Première chose à faire, on prend un peu de recul, on essaye d'identifier la temporalité que l'on a devant nous avant de décider, et ensuite derrière, collecter les faits de manière à pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui est une panne mère, qu'est-ce qui est une panne fille. Et je suis sûr que si vous travaillez dans le monde de l'entreprise, si vous êtes manager, ce sont des sujets qui vous parlent. Trop souvent, nous sommes focalisés dans le très court terme, en train d'éteindre les feux, les pannes filles, et on ne prend pas le retour d'expérience ou le recul nécessaire pour s'attaquer aux fameuses pannes mères. Et croyez-moi, prendre un petit peu de recul pendant 5 secondes et redémarrer le moteur est beaucoup plus efficient et beaucoup moins fatigant en termes de charge de travail que d'essayer de traiter une panne hydraulique, puis une panne électrique, avant de se rendre compte, une fois que le moteur a assez décéléré et qu'on a l'affichage qu'en fait c'est une panne moteur, eh bien qu'il faut arrêter cette checklist-là et commencer une checklist de rallumage moteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin dans les parallèles entre le monde de l'aviation et le monde professionnel, c'est Au-delà du cockpit, disponible eh bien, en livre sur notre site web ou sur Amazon. Et désormais, nous avons également le e-learning. On vous met le lien juste en dessous pour vous aider à adopter l'état d'esprit d'un commandant de bord. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose. Et à très vite pour la vidéo sur l'Airbus A350. Fly safe.